Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous en direct sur le site de la Transat AG2R La Mondiale pour le départ qui sera donné d'ici quelques instants en baie de la Forêt-Fouesnant. Voilà les images d'hélicoptères, vous découvrez la ville de Concarneau et plus généralement cette magnifique baie de la Forêt-Fouesnant où le départ sera donc donné à 13 h. Le début de la procédure de départ à 12 h 52 minutes. À mes côtés, un consultant, Damien Guillou. Bonjour Damien, vous allez bien, c'est la forme? Bonjour, bah ouais, ça va très bien, merci. Donc bien content de suivre ce départ de cette Transat AG2R, à des belles conditions et un beau spectacle à venir. 3890 milles nautiques, c'est le menu qui est proposé aux 30 navigateurs et navigatrices, 15 duos engagés. Je vous propose dès maintenant de découvrir la cartographie animée de cette 12e édition de la Transat AG2R. Voilà, vous l'avez à l'image. Alors un départ de Concarneau, un golfe de Gascogne toujours capricieux, le Cap Finistère, on va chercher les alizés après la Palma. Passage obligatoire du côté des Canaries et une arrivée de rêve au soleil, l'île de Saint-Barthélemy. Plantons le décor, Damien Guillou, si vous le voulez bien, avec une baie de la Forêt-Fouesnant que vous connaissez bien. Vous y entraînez régulièrement, Damien. Alors que nous avons toujours les images justement de cette baie. Voilà, oui, c'est vrai que la baie de Fouesnant qui est une baie intéressante parce que c'est une baie très tactique, très technique. On a une pointe qui fait en sorte d'avoir des gros effets de site, donc ça va faire un parcours très technique. C'est vrai que je la connais bien parce que je fais partie du centre d'entraînement pour la forêt, donc je m'entraîne toute l'année dans cette baie. On la sillonne en large et en travers. Ce qui est assez marrant, c'est que la plupart des coureurs partent un petit peu de chez eux, donc ça donne un côté assez marrant pour cette départ de Transat. Alors du vent cet après-midi, c'est bien pour le spectacle et un parcours de 10 000 ennemis nautiques, ce qui veut dire approximativement une heure et demie de rendez-vous en baie de la Forêt-Fouesnant. Nous découvrons les images sur zone. Dans quelques instants, nous serons en procédure de départ. Damien Guillou, qu'est-ce qu'une procédure de départ pour les marins? Alors une procédure de départ, ça consiste à mettre en place la manière dont les bateaux vont pouvoir partir à égalité parfaite pour le parcours de départ et donc pour la Transat. Une procédure consiste à une annonce de 8 minutes, donc le départ qui aura lieu exactement 8 minutes après le premier signal d'avertissement. Alors nous sommes visiblement, pardon Damien, à 4 minutes de départ. Il se passe quoi sur les bateaux? On commence déjà à régler les voiles, on commence à bien se positionner derrière la ligne que tout le monde a identifiée? Ah oui, alors à 4 minutes du départ, les bateaux ont déjà été réglés au préalable, parce que les bateaux sont sortis du port de Concarneau depuis maintenant un petit moment, donc les coureurs ont déjà fait leur réglage. De toute manière, ils connaissaient les conditions avant de sortir parce qu'ils l'ont travaillé forcément. Aussi proche du départ, les coureurs ont déjà commencé à regarder le côté favorable de la ligne, donc parce qu'il y a un aspect technique, où se placer sur la ligne de départ et également quelle route, quelle trajectoire à suivre pour atteindre la bouée au vent. On va rappeler pour les internautes, pour les nombreux internautes qui nous suivent, que c'est une course à l'équité, c'est de la monotypie, tous les bateaux sont les mêmes, des Figaro, Beneteau 2, des bateaux éprouvés. Ça veut dire quoi? Ce sont les marins qui vont véritablement faire la différence. Ah, ça veut dire que c'est véritablement les marins. Les bateaux sont exactement similaires. Il y a une jauge drastique, c'est-à-dire que les bateaux sont jaugés en large et en travers. Ils font exactement le même poids, exactement les mêmes surfaces de voile. Même le poids embarqué à bord est pesé. C'est vraiment une arme égale. Donc, ce qui rend la chose ultra intéressante parce que c'est uniquement les marins qui vont faire la différence en faisant les petits réglages, en prenant les meilleures trajectoires, en préparant sa météo, en ayant de la lucidité, en manœuvrant le mieux possible. Donc c'est ce qui rend ce support et cette course vraiment intéressant. Voilà, nous découvrons à nouveau des belles images d'hélicoptères du port de Concarneau, de la baie de la Forêt-Fouesnant ou la baie de Port-la-Forêt, comme vous l'appelez de temps à autre. On va rappeler la vallée des fous. On va rappeler qu'en baie cet après-midi, il y aura une dizaine de marques de parcours à respecter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un petit gymkhana, il y aura des croisements de bateaux. On a vu effectivement que sur l'eau en ce moment, il y a pas mal de vedettes à passagers, il y a des pneumatiques qui accompagnent les marins. Il faut faire attention, il faut beaucoup de prudence pendant cette heure et demie en baie. Ah oui, alors c'est vrai qu'il faut être prudent parce qu'il y a beaucoup de monde sur l'eau. En même temps, c'est bien parce que c'est important que les gens, les spectateurs, les partenaires puissent se rendre sur le lieu du départ pour être au plus proche des bateaux, pour voir partir leurs coureurs sur cette ligne de départ. Mais c'est vrai qu'il faut être vigilant parce qu'il y a tellement de monde pris dans l'action du départ. Malheureusement, ça peut arriver de passer très près des bateaux spectateurs et il ne faut surtout pas rentrer en contact avec ces bateaux-là parce qu'on part pour une longue course, donc il ne faut pas abîmer les bateaux dès le départ. Donc c'est vrai que ça rend la chose très délicate, quoi. C'est un moment un peu délicat et c'est vrai que les skippers sont souvent assez tendus parce qu'il faut bien partir mais il faut pas avoir de problème.
Conditions de vent, vent de sud-sud-ouest, on parle de 20 nœuds de vent avec des rafales un petit peu plus importantes et un petit peu de clapot en baie cet après-midi, Damien. Voilà, donc c'est ce qui est annoncé. Pour le moment, il y a un petit peu moins de vent que prévu, donc a priori ça devrait monter, le vent devrait monter, forcir tout au long du parcours. Donc là, il y a vraiment des conditions super vraiment sympa quoi pour un départ. Il y a un petit clapot, c'est normal hein, parce que la baie est orientée de manière à ce que le clapot puisse rentrer dans la baie et sur le parcours. Donc on peut voir que les voiles des skippers les voiles d'avant sont les génois, ce qui veut dire qu'on n'a pas encore plus de 20 nœuds de vent, parce que s'il y a eu plus de 20 nœuds de vent, ils auraient mis une plus petite voile à l'avant. Voilà, et on va rappeler que cette mise en bouche n'est pas uniquement dédiée au spectacle. L'enjeu est important, franchement important, sortir de la baie en tête, bien se positionner pour déjà faire les bons choix, Damien. Ah, c'est vraiment important, parce que comme on le répétait, c'est une course à armes égales, donc la petite différence est très importante. Et ces parcours en baie technique peuvent déjà générer des petits écarts, voire même des fois des écarts assez importants. Et il faut, dans la mesure du possible, être dans les premiers bateaux pour sortir du port de Concarneau, pour le grand départ finalement de la course. Et par ailleurs, j'ai souvenir d'une édition précédente, je crois, il y a 4 ans, sur le parcours, il y avait eu très peu de vent, et on avait pu voir justement des gros écarts se faire d'entrée de jeu, et ce qui avait généré beaucoup de choses pour la suite, quoi. Il y a des bateaux qui étaient restés bloqués dans pas de vent dans la baie de Concarneau, donc c'est vrai que des fois c'est important, donc il y a beaucoup d'enjeux sur ce départ. Départ à 13h00, ce qui veut dire que maintenant nous sommes en procédure de départ, véritablement en configuration de course. Alors nous parlions des marques de parcours à respecter tout à l'heure, les marques orange, les marques jaunes, des marques toujours logotées Transat AG2R La Mondiale, à l'image le bateau Cercle Vert skippé par Gilda Morvan et Charlie Dalin, qui sont les vainqueurs de la dernière édition, un duo sur lequel il faudra forcément compter. Mais alors dites donc, Damien Guillou, nous avons un plateau extraordinaire cette année, puisque beaucoup d'anciens vainqueurs de la Transat, et notamment le vainqueur de l'année 92, Michel Desjoyaux, les 2 vainqueurs de l'année 94, Jean Lecam, Roland Jourdain, nous avons également Laurent Pelcuer, la présence également de Fabien Delahaye, un plateau extraordinaire et très relevé cette année, Damien. Et c'est vraiment un plateau relevé, il y a énormément d'anciens vainqueurs, en plus tout le monde s'est beaucoup entraîné depuis le mois de janvier, justement en baie de Port-la-Forêt. Il y a un très gros niveau, et ça laisse présager une régate intense, malgré le fait que ça soit une transatlantique. On peut presque parler de régate entre 3 bouées tout le long de la course. Je pense que les bateaux vont devoir vraiment ne rien lâcher, et les moindres mètres perdus pourront être très importants, donc ça va être vraiment une régate spectaculaire. Nous avions oublié tout à l'heure de stipuler la présence d'un certain Michel Desjoyaux, qui lui prend le départ de la course avec un jeune marin qui est Corentin Euro, qui était l'an dernier espoir sur la marque Bretagne Crédit Mutuel. Cette année, l'estampille performance. Il mérite cette référence, c'est un bon marin, et il nous l'a déclaré. Il a déclaré ça. Qui voulait bien entendre, mon cher Damien, quitte à choisir un co-skipper, autant prendre le meilleur. C'est vrai qu'avec Michel Desjoyaux, c'est quand même pas mal hein, d'être accompagné d'un marin aussi expérimenté. Michel Desjoyaux, Corentin Euro sur le bateau Bretagne Crédit Mutuel Performance. Une vue d'hélicoptère, et nous verrons très certainement tout à l'heure, espérons-le, en tous les cas, la ligne de départ. Qu'est matérialisée par quoi la ligne de départ? Un bateau comité de course et un bateau viseur, et puis des bouées de part et d'autre. Voilà, alors en fait, un bateau comité de course, donc, qui se matérialise à droite de la ligne quand on est face à la ligne, hein, dans le sens dans lequel les bateaux vont couper la ligne, et une bouée viseur à gauche de la ligne. Donc la ligne est matérialisée entre le bateau et cette bouée. Au niveau de la bouée viseur, il y aura un autre bateau qui n'est pas mouillé, c'est-à-dire qu'on laisse à gauche de la ligne une bouée pour vraiment pouvoir permettre aux concurrents de passer au plus proche de la ligne au niveau de cette bouée. Nous sommes à 5 minutes du départ. Tout à l'heure, nous parlerons d'un marinage. Le médecin de la course, Jean-Yves Chaud, viendra nous retrouver, parce qu'effectivement, les premières heures de course vont être compliquées. Il y a du clapot, il y a du pré-serré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde n'est pas mariné. Il n'est pas rare de voir certains marins victimes du mal de mer, qui, pour les terriens que nous sommes, peut paraître totalement incompréhensible. Damien, vous avez connu ça? Alors ça m'est rarement arrivé, mais ça m'est quand même, ouais, j'ai déjà eu quelques fois le mal de mer, mais c'est vrai que ce qui peut arriver, c'est que le stress du départ de la course, parce qu'on part quand même
pour une grosse vingtaine de jours. L'enjeu de la course, le résultat, la compétition peuvent générer un stress qui peut faire en sorte que les premières heures de course, voire la première nuit, on peut être un petit peu malmené et avoir ce qu'on appellerait un léger mal de mer. Ça peut arriver, après ça dépend vachement des coureurs. Nous sommes à 4 minutes du départ. Bonjour Jean-Yves Chauve, vous êtes le médecin de la course. Comment explique-t-on le mal de mer avant le départ de cette Transat AG2R La Mondiale, 12e du nom? Oui, le mal de mer, ça arrive. Oui, ça arrive parce que vous savez, l'être humain, c'est un terrien et c'est pas un mérien. Donc il faut apprendre à passer d'une vie sur un sol stable à une vie sur un milieu en perpétuel mouvement. Et le système de l'équilibre n'est pas du tout fait pour ça, donc il lui faut un temps d'adaptation. Alors certains ont la chance d'avoir une adaptation très rapide, d'autres eh bien, doivent en passer par les affres du mal de mer. Alors que faire dans ce cas-là? Alors, que faire dans ce cas-là? Vous savez, il faut être un peu fataliste, hein. Il n'y a pas forcément beaucoup de solutions. Et puis en plus, les marins ont aussi la nécessité de rester vigilants, de rester à 100%. Et très souvent, les produits qu'on utilise pour lutter contre le mal de mer donnent de la somnolence. Donc je crois que les marins ont d'abord l'habitude. C'est quelque chose qu'ils connaissent. Ils savent que pendant quelques heures, ils vont être un peu moins bien. Alors évidemment, ils ont la chance d'être deux. Et a priori, c'est rare quand même que les deux soient malades en même temps. Donc peut-être que pendant les premières heures, il faut qu'un soit un petit peu plus présent pour laisser le temps à l'autre de s'amariner. Vous savez, je crois que dans une course à deux comme ça, il y a un respect de l'autre et un regard vers l'autre qui est très important. Je crois que c'est aussi une des clés de la victoire. Merci, docteur Chauve, pour la consultation. Vous nous enverrez la petite note, s'il vous plaît. L'ordonnance, vous voulez dire? Ah bah oui, l'ordonnance. Merci Jean-Yves, c'est important d'avoir l'avis du médecin de la course. Il est 12h57 minutes, toujours en procédure. Alors que voit-on? IC, Interface Concept, dites donc, un certain Jean Le Cam, associé à Gilles Damet. On a le bateau d'un navigateur amateur expérimenté, Lorient Entreprendre, Yannick Livori, qui connaît bien cette transat également. On voit les bateaux qui se positionnent. Ça veut dire qu'effectivement, nous sommes en approche du départ. L'objectif, prendre le départ le plus rapidement possible, sans l'anticiper, sinon on appelle ça un rappel individuel, Damien Guillou. Tout à fait, donc prendre le meilleur départ sans l'anticiper. Et je rajouterais également le meilleur départ au meilleur endroit, c'est-à-dire que la ligne a toujours un côté favorable. Donc là on peut voir sur les images que le gros de la flotte se situe au niveau du bateau comité, donc à droite de la ligne, ce qui voudrait dire que la ligne est avantageuse au bateau comité. Donc on peut voir que les bateaux commencent à se rapprocher les uns les autres et qu'on se rapproche fortement du moment du départ. Voilà, on va essayer d'identifier ensemble le bateau du comité de course à bord duquel se trouve le président Didier Kozik Medine Bidi, Quito de Pavan, un ancien vainqueur associé à Gwenjvik, le bateau Gédimat et Chabani Tabarly, un duo sur lequel il faut effectivement compter. Donc on l'a dit, une dizaine de marques de parcours à respecter en baie de la forêt Fouenant avec des particularités, Damien Guillou, dans cette baie, des obstacles, des cailloux. Il faut être prudent, il faut faire très attention. Oui, tout à fait, c'est une baie délicate parce que il y a la pointe de Begmey qui génère des grosses variations de vent et du coup les skippers vont devoir fortement négocier cette pointe pour aller virer la bouée de dégagement. Damien, d'après nos comptes, nous sommes à 1 minute du départ. On voit Guillaume Farcy debout à la barre. Ici Yannick Livori sur Lorient Entreprendre. On n'est pas loin du départ là, véritablement. Hein. Ouais, tout à fait, on est vraiment très proche du départ. On peut même voir certains bateaux qui commencent à lancer, à prendre un peu de vitesse. Les bateaux sont très serrés les uns les autres. Voilà, on voit même Cercle Vert le bateau de Gilles. Voilà le bateau comité de course. Voilà le bateau comité de course. À côté, le voilier massif Fabien Delahaye, associé au redoutable marin qui est Éric Perron, qui a connu le podium, lui, sur la Transat AG2R La Mondiale. Nous sommes à quelques secondes du départ. Qui est en train de prendre le meilleur départ? On a du Generali qui est pas mal placé. On a des Chidimat également. On espère qu'il y aura un bon départ pour tout le monde, Damien. Oui, alors j'espère aussi, mais j'ai la sensation que certains bateaux ont vraiment voulu prendre un tellement bon départ que je ne serais pas étonné qu'il y ait un rappel individuel. Ben ça, on va le savoir rapidement. Très fortement le savoir, surtout au bout de la ligne. Hein. On peut voir le bateau Gédimat qui a pris un excellent départ. Il faut espérer qu'il n'ait pas volé. Alors, si d'aventure il y a un départ anticipé, le bateau doit faire demi-tour, refranchir la ligne. Voilà, tout à fait. Le bateau va devoir faire demi-tour. C'est-à-dire que le rappel individuel va être annoncé par le comité de course, si c'est le cas. Et auquel cas, les bateaux qui ont volé la ligne vont devoir repasser faire demi-tour, repasser la ligne de départ pour annuler leur
annuler leur départ volé. Laurent Pelcuer a dû prendre un bon départ avec les 30 Corsaires. Les 30 Corsaires, le partenaire de Laurent Pelcuer, associé à la féminine Alexia Barrier. Voilà, tout à fait. On pourra même presque dire le meilleur départ parce que c'est vraiment le bateau qui est en pointe sur toute la flotte qui a pris un excellent départ. Alors ici, sur l'image au premier plan Interface Concept, les bateaux gîtent un peu, hein, donc on navigue au près effectivement. On va tirer des bords pour aller chercher la première marque de parcours qu'on appelle bouée de dégagement, voilà, peut-être. La bouée de dégagement, donc il y a tout un jeu tactique et de stratégie pour aller chercher cette bouée de dégagement. On peut voir Bilou Jourdain qui est en train de virer, voilà, avec Martin Lepape. En fait, donc on peut surtout voir Gedimat qui vient de faire demi-tour comme on l'avait pressenti, ce qui veut dire que c'est un rappel individuel. Donc il y a 2 bateaux, a priori c'est Gedimat et peut-être 30 Corsaires de Laurent Pelcuer et d'Alexia Barrier. On va vérifier ça pour dans un réparer instant. Donc, leur rappel anticipé. Donc voilà, non, c'est Roland Jourdain qui semblerait revenir vers la ligne avec Gedimat. Voilà, Roland Jourdain qui est associé à un jeune marin que l'on connaît peu finalement dans le domaine de la course au large, mais que vous connaissez bien vous ici à Port-la-Foros en entraînement, c'est Martin Lepape. Voilà, Martin Lepape qui du coup s'entraîne maintenant avec nous au centre de Port-la-Forêt, donc avec Roland Jourdain. Si vous êtes venu nous retrouver en direct sur le site internet de la course, vous assistez au départ de la 12e édition de la Transat AG2R La Mondiale. Le départ a été donné il y a précisément 2 minutes. Bon départ pour tout le monde, à l'exception visiblement de Generali et du bateau qui s'appelle à présent la Cornouaille. Alors, selon toute vraisemblance, à vérifier effectivement. Que fait Gilda Morvan? Est-ce qu'il a été rappelé individuellement ou est-ce qu'il prend un bord différent, lui? Alors non, en fait, Gilda Morvan, semblerait-il, a légèrement raté son départ. C'est-à-dire qu'il n'a pas pris le meilleur départ, il a été un peu gêné. Du coup, il a renvoyé. C'est-à-dire qu'il a viré le plus rapidement possible après le départ pour se dégager des virements de la flotte, voilà, pour avoir du vent frais, parce qu'il faut savoir que naviguer dans les dévents c'est vraiment gênant, et donc je pense qu'il a fait le choix de se décaler vers la droite du plan d'eau pour avoir du vent frais. Une baie absolument extraordinaire, beaucoup de monde sur le littoral, les gens sont curieux, c'est du spectacle effectivement, hein, c'est Figaro Beneteau, les bonnes conditions, on a une luminosité qui est nettement meilleure par rapport à ce qu'il y avait hier. On était un petit peu inquiet d'ailleurs, pour tout vous dire ce matin, inquiet que l'hélico ne reste à terre. Et là, ça aurait été dommage parce que regardez ce spectacle que nous avons en ce moment, que nous vous proposons jusqu'à 14 h, des plans venus du littoral, des plans sur des caméras qui sont embarquées sur différentes vedettes. Et pendant ce temps-là, les bateaux avancent. On a le bateau Scutum, me semble-t-il également. Alors un duo très intéressant composé de Gérald de Vénière et de Jeanne Grégoire. Voilà, et un duo qui a beaucoup d'expérience parce qu'ils ont fait 5 transats. Oui, mais 3 participations sur la G2R, la mondiale, et une fois deuxième, 2 fois troisième, il leur manque une place, Damien Guillaume. Voilà, c'est ça, c'est pour ça qu'ils tenaient absolument à être au départ cette année de la Transat G2R, la mondiale, et c'est chose faite, et ils sont très entraînés, et ça va être un équipage sérieux pour le podium, voire la victoire. Et pour la première fois, il y a 15 duos, certes, mais il y a 2 bateaux qui nous viennent de Guadeloupe. C'est une bonne nouvelle pour la classe Figaro Beneteau. Bah oui, c'est une bonne chose, et puis c'est vrai que ça permet de donner un joli clin d'œil au fait que les transats se terminent à chaque fois en Guadeloupe, et d'avoir la chance d'avoir 2 bateaux qui participent à cette édition, c'est vraiment, vraiment bien, et c'est une bonne chose. La boîte de dégagement, ils vont la voir dans combien de temps, Damien Guillaume? Là, les bateaux vont faire du prêt et des virements encore pendant une petite dizaine de minutes avant d'atteindre la première boîte de dégagement, qui est la première marque de ce parcours en baie. Alors, un parcours assez complexe, tout de même. Oui, c'est un parcours complexe parce qu'il y a beaucoup de manœuvres, et c'est vrai que c'est toujours délicat, comme on le disait, d'effectuer comme ça de nombreuses manœuvres avant une transat, parce qu'il faut savoir que tout au long de la transat, ce sont des longs bords avec des grands moments de conduite, de trajectoire, mais il y a moins de manœuvres, et en fait peut-être que les plus grosses manœuvres de toute la transat vont se faire ici maintenant en ce moment dans la baie de Fouesnant pour effectuer ce parcours. La voile numéro 49, 30 Corsaires, Laurent Pelcuer, Alexia Barrier, 15 bateaux engagés, pas des moindres, on vous les rappelle encore une fois. Bretagne Crédit Mutuel Performance, Cercle Vert, Entreprendre en Cornouaille avec Simon Troel et Ronan Tressard. À l'image, on voit IC Interface Concept, Jean Lecam qui est de retour, Jean Lecam qui est associé à un excellent figariste qui est Gilda Mahé. Visiblement, le bateau a pris aussi un bon départ. Oui, ils ont pris un bon départ. On peut voir qu'ils se situent quasiment dans les premiers bateaux. Sur ce début de prêt pour aller jusqu'à la première marque qui est la bouée de dégagement.
Ils ont un vent dégagé. Les bateaux sont maintenant bâbord à mur, donc ils se dirigent vers la droite du plan d'eau. Ça veut dire qu'ils reçoivent le vent sur la gauche du bateau. C'est ça, donc bâbord à mur, on reçoit le vent sur la gauche, et un tribord à mur, à l'inverse, le vent sur la droite. Alors tout ce parcours ne se fait pas au près, ça veut dire qu'à un certain moment, on n'est pas à l'abri, et nous l'espérons pour le spectacle, de voir quelques spinnaker. Alors en fait oui, le parcours est disposé de manière à ce qu'il y aura du spinnaker. D'ailleurs on peut même s'en rendre compte parce que ce qu'on peut voir à l'image, c'est que tous les bateaux ont à l'avant, donc dont le balcon avant, un gros sac qui est le sac à spi. Donc les coureurs ont déjà Alors, on l'aperçoit ici. Voilà. Ils ont déjà positionné leur sac à spi qui est prêt. Donc rapidement après la boue au vent, tous les bateaux enverront le spi pour continuer le parcours, pour faire un grand bord de spi. Alors bien malin, qui peut dire qu'il est en tête en ce moment, hein, après 5 minutes de course sur la 12e édition de la Transat AG2R La Mondiale. Nous ferons un point plus précis tout à l'heure, alors que nous avons le bateau Scutum skippé par Gérald Vignard et Jeanne Grégoire. Jeanne qui est au rappel, on va expliquer à nos amis auditeurs, à ceux qui regardent le direct en ce moment, ce qu'est être au rappel. On compense la gîte du bateau finalement. Donc le pointage, pardon, je le disais, tout à l'heure à la bouée de dégagement, nous y verrons plus clair. Oui, exactement. À la bouée de dégagement, on aura le pointage exact de cette première partie de parcours. Donc la position des bateaux après le premier bord de près, donc après le départ et le premier bord de près, qui a un pointage clé parce qu'en fait, ce pointage, il y aura peu de changements sur la suite. Ça sera plus des petits changements, c'est-à-dire que c'est vraiment le gros du classement va se faire sur ce premier bord. C'est le bord le plus important, hein, qui est le départ et le loup-voyage. À l'image, Cercle Vert, Gilles Damorvan, Charlie Danin. Revenons sur le rappel de Jeanne Grégoire. Alors, être au rappel, c'est quoi? Tout à fait, donc Jeanne Grégoire, et comme tous les autres coureurs, sont au rappel, c'est-à-dire... voilà, on la voit là-bas. Voilà, on la voit, donc on voit Gérald à la barre et Jeanne au rappel. En fait, elle se positionne de manière à faire contrepoids, donc au vent du bateau, ce qui va permettre d'augmenter, entre guillemets, la puissance du bateau. Plus le bateau pourra être aplati, moins le bateau aura de gîte, plus le bateau aura de la puissance, va générer de la puissance et augmentera sa vitesse. C'est pour ça qu'on va pouvoir globalement voir tous les skippers lorsqu'ils ne sont pas en train de manœuvrer. Au rappel, c'est le meilleur endroit. Voilà, on a l'exemple concret, c'est Laurent Pellecuer. C'est Laurent Pellecuer qui est au rappel. Ça veut dire qu'Alexia est en train de barrer en ce moment. Voilà, et je pense même qu'ils ont décidé de mettre Alexia à la barre, qui doit être un peu plus légère que Laurent. Et du coup de profiter du gabarit de Laurent au rappel, qui a son poids idéalement placé pour faire contrepoids. Voilà, voici le bateau, on vient d'apercevoir le Safran Guy Totten, un jeune marin Guénolé Gaïné, associé à l'expérimenté Paul Meillat. À l'image, Generali, juste derrière Bretagne, Crédit Mutuel Performance, Corentin Auro et Michel Desjoyaux. À l'image maintenant, Interface Concept, c'est Jean Le Cam et peut-être bien Gilles Damay qui est au rappel, hein. Oui, donc c'est ça, ouais. Au rappel, Gilles Damaé, Jean Le Cam à la barre. C'est la configuration qu'ils ont eue sur tous les entraînements à Port-la-Forêt. Donc ils sont entraînés comme ça et ils ont toujours été largement dans le match avec cette configuration-là. Dans un instant, on va être en approche de cette boîte de dégagement. Quand vous dites effectivement, mon cher Damien Guillou, s'entraîner avant une transat AG2R La Mondiale, dès l'instant qu'on a choisi son équipier, les entraînements prennent combien de temps? 1-2 semaines ou plusieurs mois même? Ah non, plusieurs mois. C'est-à-dire qu'on a démarré les entraînements aux alentours de mi-janvier, donc à Port-la-Forêt pour la Transat AG2R. Donc il y a plusieurs mois d'entraînement, hein, et d'ailleurs même quelques nuits en mer. C'est-à-dire qu'en règle générale, ce sont des entraînements à la journée. Et dans la mesure du possible, en fonction des conditions, on fait des entraînements qui finissent vers minuit, ce qui permet de naviguer un peu en mer, de vérifier que tout va bien à bord du bateau au niveau de l'électronique quand on navigue la nuit. Aussi tout ce qui est communication, Iridium, recevoir des fichiers vent, des positions, donc tout ça fait partie de l'entraînement. L'approche de la boîte de dégagement, c'est dans un instant. Ce matin, il y a eu un briefing météo dispensé par Cyril Duchesne, alors que nous avons Étoile du Roi, hein, la goélette corsaire de Saint-Malo à l'image, c'est absolument magnifique pour le spectacle. Oui, la météo nous dit du près serré effectivement, ce qui fait que nos amis rédactrices ont noté... il n'est pas improbable d'avoir 20 heures de près et 20 jours de spi. Ça reste à démontrer, mais pourquoi pas? Ça, oui, ça reste à démontrer, mais c'est vrai que c'est une météo pour le moment qui laisse présager ce genre de scénario. En fait, les bateaux, une fois le parcours fini dans l'après-midi, vont partir au près vers le large. Ils vont aller passer ce qu'on appelle un front.
qui devrait franchir demain au niveau de demain en fin de matinée vers 11 heures heure française pour virer de bord. Donc les bateaux vont partir dans un premier temps bâbord à bure et virer de bord au passage de front pour continuer tribord à mur. Quelque chose nous dit que nous ne sommes pas loin de cette fameuse bouée de dégagement. Et à ce petit jeu-là, Guénolé Gainé est bien placé, c'est la voile jaune et grise. Scottum, Veignard, Grégoire pas mal placé également. Donc on assiste à des virements de bord, les bateaux se croisent et on ne doit pas être loin de la bouée de dégagement, Damien Guillou. Oui, tout à fait, on se rapproche de la bouée de dégagement. D'ailleurs, on peut voir que les bateaux sont de plus en plus au contact. On peut voir par exemple Interface Concept qui vient de passer juste derrière Cercle Vert. C'est qu'ils sont très très proches de la bouée. On peut même maintenant l'apercevoir à l'écran. Je pense qu'on va voir Interface Concept virer de bord. Voilà, ça y est, c'est chose faite. Il va faire son virement de bord. Et c'est donc le dernier bord qui va les diriger vers la bouée au vent, qui va être juste devant eux. Et je pense qu'on se trouve dans quasiment la tête de flotte. Alors, après cette bouée au vent, une autre marque de parcours à respecter. Et puis une descente vers le Cap Cause où nous nous trouvons en ce moment. Ce qui nous permet de parler, le Cap Cause. Ça, c'était la petite histoire de Jean-Yves Chauche ce matin qui me l'a glissé dans l'oreille gauche. Voilà, tout à fait. Donc, on peut les voir passer la bouée de dégagement. Les bateaux vont ensuite, une fois avoir passé cette première marque, aller contourner une deuxième marque qui se trouve pas très très loin. Attention de ne pas toucher la bouée, Laurent Pellecuer, c'est juste, hein? Ah oui, il est passé au plus près, mais a priori, il n'a pas touché. Donc c'est une bonne chose. Bon, c'est très serré, hein, la flotte est très serrée, il n'y a pas beaucoup de distancés, les écarts sont faibles après les premiers bords. Alors nous avons deux bateaux en tête. Generali. C'est Generali, hein, effectivement. Generali qui est en tête et qui semblerait-il être suivi Alors, par... pardon Damien Guillaume, mais c'est quand même curieux. Est-on sûr qu'il a été rappelé individuellement, Generali? Gédimat qui a été rappelé Ah, c'est Gédimat, individuellement. effectivement. Donc c'est Nicolas Luneven et Éric Perron qui sont visiblement en tête en ce moment de cette transat AG2R La Mondiale. Ne serait-ce pas Gwenchbik et Quito de Pavon derrière Mehdi Midi, dites donc. Voilà, c'est ça. Mehdi Midi qui est juste derrière Generali. Donc deux bateaux qui ont pris un petit peu d'avance sur le reste de la flotte. On peut voir qu'il y a déjà un petit écart entre ces deux bateaux qui sont en tête. Ensuite, on peut voir un paquet de 4-5 bateaux qui suit, qui est juste dans l'axe. Donc déjà un petit peu d'écart. Donc l'autre marque à respecter est très peu distante, hein, finalement, de la bouée de dégagement. Nous avons à l'image le Scottum de Jeanne Grégoire qui est au rappel associé à Gérald de Veignard. Oui, ensuite ils reviendront ici vers le Cap Cause. Voilà, c'est ça. Donc ils vont faire un grand bord de spi qui va leur faire traverser toute la baie de Fouesnant pour venir virer deux bouées qui sont mouillées, situées juste devant la plage de Cap Cause. Donc il y a un joli spectacle hein, vu d'ici, de là où on se situe. Alors pour reprendre une expression chère aux figaristes, est-ce que c'est spiable cet après-midi? Les conditions de banc sont bonnes? Ah oui, là sur le parcours c'est tout à fait spiable. On a des conditions quasi parfaites, hein, environ 15 nœuds de vent, un petit peu de clapot dans la baie, mais et sans plus en fait. Hein, donc ce qui est bien, ce qui est aussi une bonne chose pour tous les bateaux qui sont venus voir le départ sur l'eau, les bateaux accompagnateurs, les bateaux spectateurs. Ça permet de ne pas avoir de bateaux qui roulent trop dans le... Voilà, donc à l'image Damien Guillou, les deux premiers hein, de cette transat AG2R La Mondiale, la voile 29 Made in Midi, Quito de Pavon, vainqueur en 2006 avec Pietro Dali, associé à Gwenchbik qui lui découvre le Figaro. Sa première course était l'an dernier hein, sur la Generali Solo Méditerranée. Et puis nous avons effectivement le bateau Generali skippé par Nicolas Luneven et Éric Perron. Et un petit peu en dedans, on vient de les voir à l'instant, on a Gédimat. Voilà, Gédimat qui a forcément pris un peu de retard vu qu'il a volé le départ. Hein, donc il était rappelé individuellement sur le départ. Donc il a dû faire demi-tour pour repasser la ligne de départ. Et donc maintenant il doit se situer plutôt à l'arrière de la flotte forcément. On va refaire un petit pointage dans quelques instants, mais bon de rappeler effectivement, les premières heures vont être difficiles. La prochaine nuit, on annonce des rafales jusqu'à 30-35 nœuds, c'est pas simple. Hein. Bah oui, c'est ça, c'est bon. Des conditions, on va dire, somme toute quasi normales pour cette période de l'année dans le golfe de Gascogne, et en sachant qu'assez rapidement, les bateaux vont se retrouver dans des conditions plus portantes et notamment spiables, ce qui est toujours plus agréable parce qu'on a un bateau qui gîte beaucoup moins et qui rend la vie à bord beaucoup plus agréable. Sortir en premier de cette baie de la forêt Fouesnant
passer à proximité de cet écrin du sud Finistère que sont les îles Lénan que vous connaissez bien, et puis progresser et virer surtout au bon moment après le passage du front qui est annoncé. Oui, c'est ça. Donc, ce qui devrait faire un virement demain en fin de matinée, c'est ce que j'ai vu ce matin parce que je suis allé faire mon curieux ce matin et regarder un petit peu ce qui se passait au Pôle France au niveau des préparations de la météo. Donc, j'ai pu voir que les conditions annonçaient un virement demain en fin de matinée. Qui leur fera prendre la direction du Cap Finistère, Tribord-Amur d'abord au près, puis un vent en fait qui va adonner, qui va leur permettre assez rapidement de pouvoir mettre le traduction ski. adonner, ça veut dire quoi, Damien Guillot? Un vent adonné qui va changer de direction, c'est-à-dire qui va grossièrement tourner dans le bon sens pour les bateaux et qui leur permettra d'être sur la bonne trajectoire. Le golfe de Gascogne qui n'est jamais simple, l'une des mers les plus compliquées au monde, on va le rappeler, sérieusement. Qui n'est pas simple, pourquoi? Parce qu'en plus de cela, il y a un anticyclone qui bloque au large du golfe. Il faut choisir le bon endroit finalement pour avoir la bonne route, la route optimale. Voilà, c'est ça, et c'est vraiment ce qui rend la chose intéressante parce que comme on le disait, monotypie, donc bateau à armes égales, donc ce qui va faire la différence c'est les skippers et notamment à ce moment-là du golfe de Gascogne, c'est la trajectoire, le choix décidé de la trajectoire et qui est vraiment importante. Félicitations, vous êtes venus nous retrouver cet après-midi en direct sur le site de la Transat AG2R, la mondiale. Une belle idée, le départ a été donné il y a précisément 7 minutes pour les 15 voiliers engagés, donc les 30 marins, navigateurs et navigatrices. Une marque de passage a été respectée, la boîte de dégagement, et on remarque en tête Generali et Médine Midi, les bateaux skippés respectivement par Nicolas Lunven et Eric Perron, et Quito de Pavan et Gwenchbeek. L'écart n'est pas important, mais un petit trou tout de même, et il me semble apercevoir derrière la voile noire de Bretagne Crédit Mutuel Performance, Corentin Euro et ce diable de Michel Desjoyaux qui est déjà dans le match. Ah bah ouais, tout à fait, il semblerait qu'il soit bien dans le match. C'est vrai qu'il y a un petit écart. On va voir de nouveau au passage de la deuxième marque quel sera l'écart exact et les positions exactes, s'il y aura eu du changement de position entre la boue au vent et cette deuxième marque. Voilà, expliquez-nous ce qu'est en train de faire Gwenchbeek en ce moment. En fait, il a pris une manivelle. Ouais, on l'a vu prendre une manivelle et surtout ouvrir la vanne de transfert de ballast. C'est-à-dire que les bateaux ont des ballasts, ce sont des grosses réserves d'eau latérales qui permettent. Des réservoirs finalement? Des réservoirs, oui, tout à fait, d'eau de mer qu'on remplit lorsqu'il y a du vent, qui permettent de faire contrepoids. En fait, c'est à la même image que les personnes qu'on peut voir au rappel. À l'intérieur du bateau et en plus des réserves d'eau qui permettent d'augmenter la puissance du bateau. À savoir qu'avant chaque virement, il faut transférer toute cette masse d'eau pour qu'elle soit du bon côté sur le nouveau bord. Alors ça, c'est un boulot en permanence. Bon, ils sont deux, mais en solitaire, vous faites la même chose? Ah bah ouais, en solitaire, c'est le même travail. Donc attention, une marque de parcours qui est une cardinale. Voilà, la cardinale de Linuen. Voilà. Ça, c'est une Est. Exactement. Voilà, cardinale Est. Alors là, on a un vrai pointage. Eh bien, écoutez, Michel Desjoyaux est pas mal. Alors, avec finalement un changement de position parce que de ce qu'on peut voir, il semblerait que ce soit Michel Desjoyaux et Corentin Euro qui vont passer en première position. Devant Cercle Vert. De Cercle Vert et Médine Midi qui va Gilles passer. Damorvan, Charlie Dalin, donc en deuxième position, donc en tête. À la marque, vous l'appelez comment cette cardinale? La marque Linuen. Linuen. Donc en tête, nous avons Corentin Euro, Michel Desjoyaux, Bretagne Crédit Mutuel Performance. Deuxième, Gilles Damorvan, Charlie Dalin. Troisième position, Médine Midi. Voilà qui enroule à son tour cette cardinale Est. Médine Midi, Quito de Pavan, Gwenchbeek. Quatrième, nous avons Generali, donc Nicolas Lunven. Et Eric Perron juste derrière, c'est Jean Lecam me semble-t-il, avec Gilles Damaé sur Interface Concept. Tout à fait. Ensuite nous avons Guénolé Gaïné qui est en train d'arriver ici à cette marque. Guénolé Gaïné associé à Paul Meillat. Et alors c'est marrant parce que juste derrière Paul Meillat qui était skipper massif, on a justement le bateau massif qui lui est skippé par Fabien Delahaye. Fabien Delahaye qui est accompagné de qui cette année? De Johan Richaume, oui, le nouveau skipper massif. Donc les écarts sont serrés. Voici Pelcuer et Alexia Barrier maintenant. Voilà, qui viennent de passer cette marque, donc cette cardinale Linuen. C'est là qu'il faut faire preuve d'attention parce que regardez, les bateaux se croisent, il y en a un petit peu dans tous les sens, Damien. Ah bah oui, c'est au passage de cette marque. Parce qu'au passage de cette marque, on a pu s'apercevoir que certains bateaux arrivaient sur des allures opposées. Donc c'est toujours délicat et il faut vraiment faire attention. Nous avons vu une voile bleue, c'est celle-ci, je pense que c'est Entreprendre en Cornouailles.
tout à fait. Donc voilà, entreprendre encore Simon Yann qui arrive. Troel et Renan Tressard, un Tressard. bateau sous Spinnaker, ça y est, c'est Voilà, parti, les plusieurs bateaux, bateaux sont maintenant. en train de hisser les spinnakers car on arrive maintenant sur le bord qui permet de spier, qui va emmener les bateaux donc jusqu'aux marques qui se trouvent au niveau de Cap Cause. Bah, ils viennent chez nous. Et voilà, ils se dirigent maintenant vers nous. On va Conditions de vent ont-elles changé depuis le départ, Damien Guillou? Eh ben, Alors non, que on a le des départ était donné il y a 20 minutes. On a des conditions stables qui sont restées dans la même direction avec la même intensité. Donc des conditions quasiment idéales pour ce départ et ce joli parcours. Alors on va expliquer un petit peu ce qui se passe là. Voilà, on a Jeanne Grégoire qui passe devant, c'est-à-dire qu'on a placé un tangon pour pouvoir positionner le spi. Voilà, tout à fait. Donc là, on peut voir Jeanne Grégoire qui est à l'avant du bateau en train d'ouvrir le sac à spi. C'est-à-dire, ce sont des scratchs qui permettent de faire en sorte que la voile ne s'envole pas sur le bord précédent parce qu'on est plutôt face au vent. Et là, elle était en train d'ouvrir son spi pour pouvoir préparer l'envoi du spi. Donc voilà, on peut voir que maintenant le spi est envoyé. Alors là, quelques petits problèmes dans l'envoi du spi parce qu'il y a semble-t-il un nœud. Ce sont malheureusement des choses qui peuvent arriver. Vous appelez ça un cocotier ou un coquetier? Un cocotier. Qu'on en sorte une fois pour toutes. Un cocotier. Un cocotier, exactement. Ouais. Tout à fait, un cocotier. Donc là, ils vont devoir le défaire pour que le spi puisse se gonfler convenablement. Beaucoup de manœuvres, donc danger. Si on dit danger, pourquoi pas, et malheureusement blessures sont les choses qui arrivent. Le formidable docteur Chauve a prévu pour tous les marins une pharmacie à bord, Jean-Yves. Alors oui, une pharmacie qui que certains estiment un peu pléthorique, mais malheureusement en mer tout peut arriver et donc il faut être capable de faire face à toutes les situations. Alors évidemment, parmi les risques majeurs, c'est surtout les risques d'accident, hein. Le bateau, comme je le disais, c'est un milieu instable, donc il suffit qu'on soit un peu fatigué, qu'on ait un petit peu une baisse de vigilance parce qu'on n'a pas assez dormi ou parce qu'on a le mal de mer aussi. Et finalement, eh bien, on va mal anticiper le mouvement d'un bateau et là, eh bien, on peut tomber, on peut se casser des côtes. Ça, c'est quelque chose de relativement classique. Surtout en début de course avec autant de manœuvres comme ça, Jean-Yves. Voilà, c'est ça. On peut se casser des dents aussi, c'est arrivé. Et puis, on peut aussi se blesser. Et là, ils ont ce qu'il faut, évidemment. Ils ont de la colle. Maintenant, on utilise beaucoup moins de fils de suture pour réparer les plaies. On utilise de la colle comme un genre de colle cyanolite. Et puis, eh bien, ils ont des attelles, ils ont des colliers cervicaux. Enfin, ils ont une petite panoplie qui peut être utilisée en plus à deux, puisque le gros avantage à deux, c'est que le collègue peut devenir un peu médecin. Merci pour la nouvelle consultation, Jean-Yves, toujours importante. Cercle vert, bien positionné. Gilda Morvan, associé à Charlie Dalin, des vedettes, beaucoup de monde sur le plan d'eau pour assister à ce départ et notamment beaucoup de collaborateurs d'AG2R La Mondiale. On voit le bateau Midi de Midi, on voit le fabuleux voilier qui a été baptisé il y a 2 jours, Safran Guy Cotten, Paul Meillat et Guénolé Gaïné, et puis les 30 corsaires derrière, et puis la grande voile ballon qui est ce Spinnaker de Massif Fabien Delahaye, qui lui va faire cette Transat AG2R La Mondiale avec le géant Johan Richaume. Les bateaux prennent la direction du Cap Cause, qui est un endroit absolument magnifique ici en baie de la Forêt-Fouesnant. Ça fait rêver. Cet été, ça va être magnifique et noir de monde sûrement ici. Ah bah oui, c'est un endroit qui a beaucoup de succès l'été parce qu'il y a une magnifique plage au fond de cette jolie baie et c'est vrai qu'on peut voir les bateaux qui vont se rapprocher doucement donc de cette marque qui se situe au niveau de Cap Cause. On peut aussi se rendre compte qu'au fur et à mesure que les bateaux vont donc rentrer au fond de cette baie... On a du mal à te dire les spies, je crois, non? Voilà, parce qu'en fait le vent va commencer à être un petit peu instable Ça veut dire fond quoi? de la baie. Faut-il le garder les Spinnaker ou la fallait? Ah non, quoi qu'il arrive, ils vont garder les Spinnaker parce qu'ils sont dans tous les cas sur une allure qui permet de porter le Spinnaker. Donc quoi qu'il arrive, le bateau sera plus rapide avec le Spinnaker. Il y a un vrai différentiel de vitesse. Hein. Ah oui, à cette allure-là, c'est vraiment une voile indispensable qu'il faut porter quoi qu'il arrive. Hein. Avec ces conditions de vent, quelle est la vitesse des bateaux en ce moment, Damien là? Bon, là, avec environ une quinzaine de nœuds de vent, les bateaux doivent avancer aux alentours de 7 nœuds et demi dans ces eaux-là. Voilà une belle vue d'hélicoptère et les bateaux souspirent. Il y en a un petit peu à la traîne, on le rappelle. Il y a eu 2 rappels dits individuels, visiblement pour Génimat et peut-être bien pour la Cordouaille de Roland Jourdain et Martin Lepape. À vérifier. Pour les autres, la flotte est assez serrée. Il y a 2 marques de parcours à respecter au Cap Cause, hein, nous sommes d'accord. Oui, tout à fait. Donc il y a 2 marques de parcours, ce qui va leur permettre de faire une belle manœuvre. Alors on va l'expliquer tout à l'heure, Damien, il y a ce qu'on appelle un bord de dogleg. Vous allez nous expliquer ce qu'est un dogleg. Alors donc en fait un bord de dogleg qui est en général positionné à une bouée de dégagement, ce qui va permettre
de laisser un tout petit peu de temps au bateau pour préparer justement le spinnaker, pour pouvoir mettre en place le spinnaker. Donc ils vont passer la première marque, changer leur trajectoire, préparer le spinnaker et passer la deuxième marque, et à ce moment là pouvoir envoyer le spinnaker. Et là on va avoir au niveau du parcours un dogleg, comme on pourrait dire, inversé, puisqu'il y aura ces deux mêmes marques mais dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'ils auront le temps d'affaler leur spinnaker, changer leur trajectoire, enrouler la deuxième marque pour reprendre la bonne trajectoire et sortir de la baie. Alors c'est pas une première autant de spinnaker hein, dans la baie de la Forêt-Fouesnant. Vous les sortez souvent, vous à l'entraînement, mais en course, c'est tous les 2 ans à l'occasion de la Transat. À G2R, la mondiale, ce matin, il y avait énormément de monde sur les quais de Concarneau pour qu'on appelle l'appareillage. Alors on vient d'apercevoir Gilda Morvan et Cercle Vert. Gilda Morvan qui est un récidiviste des bons départs. Hein. Il met toujours un point d'honneur à sortir en tête de ses parcours dits techniques au bout d'une heure et demie de course. Eh ben oui, Gilda, c'est quelqu'un qui a un certain talent pour les départs, parce que c'est vrai qu'on le voit très très régulièrement aux avant-postes dès le départ. C'est quelque chose qu'il aime bien, il a beaucoup d'expérience et ça lui porte plutôt bonne chance. Ah, puis c'est un garçon expérimenté, fidèle à Cercle Vert, ou Cercle Vert fidèle à Gilda Morvan depuis une quinzaine d'années. C'est un garçon qui navigue en Figaro depuis 16-17 ans, Gilda Morvan. Ah oui, au moins 16-17 ans, avec presque autant de transat à son actif, et ce qui fait qu'il a une telle expérience. Et de toute manière, Gilda et Charlie Dalin, qui sont les anciens vainqueurs de la dernière édition, sont même peut-être déjà en tête sur ce parcours. Donc ils ont l'air très très motivés et bien partis. C'est ce que nous voyons effectivement, le grand spinnaker Cercle Vert, la société chère à Jean-Claude Regnault de Beaumont-sur-Oise et Jocelyne Regnault que nous saluons. Gilda Morvan est en tête et il est en direction du Cap Cause. Alors la distance totale de ce parcours technique en baie de 10 000 et demi, ça va prendre quoi, 1h30 approximativement, Damien Guillou? Ouais, voilà, c'est ça, environ 1h30. En sachant que le passage dans le chenal de Concarneau, c'est un endroit où il y aura peut-être un petit peu moins de vent, parce que c'est un endroit perturbé, donc les bateaux ralentiront un petit peu. C'est un parcours qui va prendre environ 1h30. Oui. Si vous êtes venu nous retrouver sur le site internet, belle idée, à nouveau, le départ a été donné il y a précisément 27 minutes de rappel individuel, pour tout vous dire, pour ne rien vous cacher. Le premier, Gédimat, Thierry Chabani et Erwan Tabarly. Le deuxième pour Roland Jourdain et Martin Lepape sur le bateau baptisé la Cornouaille, et qui rassemble quelques partenaires de cette belle région de Cornouailles, chère au président Jean-François Garec. À l'image, nous avons ici Corentin Euro, Bretagne Crédit Mutuel Performance, associé à l'expérimenté Michel Desjoyaux, vainqueur de cette transatlantique en 1992. Et de retour, Michel Desjoyaux, sa dernière participation sur cette Transat AG2R, c'était 1998, en compagnie d'un certain Franck Camas. C'était pas sa meilleure année à Michel, m'a-t-il dit il y a 2 ou 3 jours. Peut-être un esprit de vengeance et de faire bien. Visiblement, ce bateau est bien positionné en 2e ou 3e position. On voit que les bateaux glissent bien, il n'y a pas de houle. C'est assez confortable pour les marins finalement. Ben oui, finalement, voilà, ils arrivent maintenant en milieu de baie, donc le clapot s'est atténué. Ça permet d'avoir des bateaux qui glissent vraiment très très bien. Peu de tangage. Maintenant, ils prennent la direction donc de Cap Cause. On a du mal à voir s'ils peuvent prendre la direction en route directe, ou alors s'il y aura des changements de trajectoire avec des empannages. On va bientôt pouvoir le découvrir, mais on peut s'apercevoir qu'il y a des petits écarts au niveau des bateaux, et que le vent est en train de diminuer. On peut se rendre compte véritablement qu'il y a un petit peu moins de vent parce qu'ils arrivent en fond de baie. Alors de temps en temps, on entend l'expression également, je me suis fait voler le vent. Il appartient à tout le monde, le vent, pourtant. C'est quoi la traduction? Il appartient à tout le monde, mais c'est vrai que le vent, les voiles des bateaux génèrent des gros dévents. Et c'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas naviguer dans le dévent d'un bateau, parce que ça fait diminuer le vent et ça le perturbe. C'est-à-dire que ça le fait bouger dans tous les sens. Et du coup, ça ralentit fortement le bateau. Alors quand on est au contact, comme on peut voir là, il faut vraiment se positionner de manière à ne pas être gêné par l'adversaire qui est derrière et qui masque le vent, ou comme on pourrait dire, qui pique le vent. Voilà, vedette à passagers, bateau de spectateurs qui respectent bien évidemment les marins, mais enfin ça fait quelques sillages, c'est pas gênant pour vous ça? Si, c'est gênant. En même temps, ça fait partie du jeu, parce que comme je dis toujours, c'est une bonne chose qu'il y ait beaucoup de spectateurs à venir voir les départs, c'est bien. Mais c'est vrai que c'est gênant parce qu'on a du mal à se rendre compte, mais tous les zodiacs et les bateaux génèrent beaucoup de vagues.
Et les vagues, ça fait fortement ralentir. Alors c'est toujours un peu délicat et de temps en temps assez frustrant. Mais en même temps, ça fait partie du jeu et c'est quand même bien qu'il y ait du monde à venir voir ce départ. Nous venons de voir une image, Corentin Auro à la barre, Michel Desjoyaux comme équipier. Et oui, c'est vrai que ça peut paraître marrant, mais c'est le jeu et c'est une bonne chose. Et c'est vrai que Michel Desjoyaux est quelqu'un qui aime beaucoup le Figaro, hein, même s'il a évolué sur tellement d'autres supports maintenant. Et je crois qu'il aime vraiment beaucoup revenir à chaque fois sur le circuit Figaro et qu'il était vraiment très motivé de prendre ce départ de Transat avec Corentin Auro. Alors Damien Guillou, 1h30 en baie de la Forêt-Fouesnant, beaucoup de manœuvres. On voit Michel Desjoyaux en train de régler le SPI hein, en ce moment. Ça veut dire beaucoup de dépenses d'énergie, alors que le départ est annulé il y a uniquement 30 minutes. La traversée va être longue, 22 jours, il faut être en forme. Ah oui, il faut être en forme, mais c'est vrai que sur ce parcours de départ, on dépense beaucoup d'énergie. On peut même se rendre compte qu'il ne fait pas très chaud aujourd'hui, mais les skippers sont pas très couverts en fait, parce qu'il y a beaucoup de manœuvres, ils bougent beaucoup, et on peut être sûr et on peut être certain que les skippers ont finalement pas froid du tout, quoi. Ils sont occupés à la manœuvre avec le stress de la course et ils commencent même déjà à dépenser un petit peu d'énergie. Donc il faut faire attention. Et en général, il ne faut pas oublier de boire de l'eau dans la mesure du possible. Et bien s'alimenter également. Et bien s'alimenter. Alors c'est vrai que là, c'est un petit peu dur de s'alimenter au moment de ce parcours, mais au moins penser à boire de l'eau pour la suite, parce que c'est important de... Bateau de la Guadeloupe à l'image, c'est intéressant, les deux bateaux guadeloupéens. Il y a précisément la voile 34 et la voile 36. Donc Guadeloupe Grand Large 1 pour la voile 34, Mathieu Forbin et Arthur Pratt, et Guadeloupe Grand Large 2, Nicolas Thomas et François Guibourdin, la voile numéro 36. Une sélection qui était faite en Guadeloupe. Les garçons sont arrivés ici en France Métropole il y a quelques mois. Et ils ont une autre sélection, ils ont déjà été sélectionnés pour cette Transat AG2R mondiale, et pour tout vous dire, il y en a un qui sera sélectionné pour la route du Rhum, destination Guadeloupe, en fin d'année. Nous avons toujours à l'image le cercle vert, donc force est de constater que c'est bien Gilles Damorvan et Charlie Dalin qui tiennent la corde en ce moment, Damien. Bah voilà, tout à fait. Et donc là, maintenant, on peut voir à l'image les deux bateaux qui ont volé le départ. Ouais, alors c'était pas Bilou Jourdain, c'était l'autre bateau de la Guadeloupe, je crois, avec Gédimat. Alors peut-être, c'est vrai que des fois, on voit pas très bien les noms sur l'écran, mais donc a priori, ces deux bateaux-là qui ont pris un petit peu de retard. Mais bon, comme on dit, le parcours est important et en même temps, il reste beaucoup de routes et plein de choses à faire. Donc je pense qu'ils auront tout le temps pour pouvoir se revenir aux avant-postes. Damien Guillou nous disait dans les premières heures de course, pour avoir de l'énergie, boire avant d'avoir soif et bien s'alimenter, docteur. Ça, c'est important pour être à 100% des conditions. Ah, je dirais que, vous savez, on peut tenir longtemps sans manger. Hein. Quand on fait une grève de la faim, on sait que l'organisme a beaucoup de calories en réserve, donc on peut tenir, mais par contre, on ne peut pas se passer de boire. Et puis il faut savoir que même avant un tout petit peu de déshydratation, c'est énormément de perte de capacité physique et mentale. On sait par exemple que quelqu'un qui a 1,5 litre d'eau en moins dans le corps, ce qui n'est pas grand-chose, eh bien on a une perte de capacité physique et mentale de 20%, ce qui est complètement énorme. Donc le fait de boire correctement est aussi une clé pour pouvoir gagner, et surtout pour pouvoir garder toutes ses capacités. Et quand on est pris dans le jeu, parfois on oublie de boire et ça peut être effectivement un danger. Le départ était donné à 13h, docteur Chauve. Le premier repas va se faire vers quelle heure? Ah, je pense qu'ils vont faire peut-être un repas, je pense, dans fin d'après-midi. Ils vont grignoter. Là, il y a pas mal de manœuvres, donc il faut aussi avoir de l'énergie disponible. Temps, donc, des sucres rapides, des barres énergétiques, des choses pour avoir le petit coup de fouet qu'il faut quand il faut manœuvrer vite. C'est utile. Et puis après, je pense qu'ils vont prendre un régime de croisière, enfin, croisière rapide, on s'entend. Ouais. Mais ils vont prendre un régime de croisière, c'est-à-dire qu'ils vont avoir un rythme de repas, finalement, assez proche de notre rythme à nous, avec peut-être en plus un repas la nuit, parce que, eh bien évidemment, leur journées ne font pas 18 heures, mais elles font plutôt 22 heures, entre 20 et 22 heures d'activité. Donc il faut justement compenser ses dépenses en se nourrissant correctement. Merci Jean-Yves. Troisième consultation en peu de temps. Va coûter cher tout ça, docteur. Les bateaux sont en approche du Cap Cause. Et pour tout vous dire, pour ne rien vous cacher, eh oui, nous les voyons maintenant, tous ces voiliers. Nous avons un retour image qui nous permet de voir notamment Gilles Damorvan et Charlie Dalin. Mais on approche du Cap Cause où il y a pas mal de monde cet après-midi. Il y aura deux marques à respecter, Damien Guillou.
Voilà, tout à fait. Donc on voit les bateaux se rapprocher. On a même pu voir quelques bateaux empanés, donc changer de bord sous Spinnaker pour. Empanner, changer d'amure, changer de bord aux allures portantes. Voilà, c'est ça. Donc changer sa trajectoire parce que les bateaux ne peuvent pas aller directement vers la bouée. Donc il y a quelques petites manœuvres comme ça à effectuer pour se diriger vers la bouée. Et maintenant, au fur et à mesure qu'ils se rapprochent, ils vont préparer la nouvelle manœuvre à arriver, c'est-à-dire donc l'affalage du SPI, pour repartir avec le génois. Manœuvre délicate, l'affalage du SPI. Bah oui, manœuvre délicate parce que en gros le jeu consiste à l'affaler au dernier moment, au plus proche de la bouée. Mais il faut pas l'affaler trop tard non plus parce qu'après ça peut être délicat pour la suite. Alors sans casser le matériel. Et forcément sans casser le matériel. Il faut savoir que les Spinnaker que donc les coureurs portent là maintenant sont les voiles quasiment les plus importantes pour toute la course. Parce qu'en règle générale une transat se fait dans les 3/4 du temps sous SPI. Donc ce sont des voiles qui vont servir presque tout le temps. Donc il faut surtout pas les abîmer. Alors si d'aventure il y a une avarie, si d'aventure on déchire le SPI, ce qui serait dramatique, est-ce qu'il y a un SPI de secours ou est-ce qu'il faut le réparer? Alors ouais, en fait sur les bateaux il y a 3 SPI. C'est-à-dire qu'il y a un petit SPI, un SPI qu'on met dans les conditions très très fortes, et 2 grands SPI comme ceux qu'on peut voir là maintenant. Mais malgré tout, les 2 grands SPI servent quasiment tout le temps. Et à moindre petit accroc, à la moindre petite déchirure, il faut réparer Une le voile SPI. qui est très légère et fragile. Hein. C'est une voile qui est très légère et fragile. Et il faut vraiment la surveiller et pas hésiter à l'affaler et la réparer dès qu'il y a un petit accroc. C'est vraiment très très important. Donc pour ça la veut suite. dire quoi? Que vous êtes totalement polyvalent, de navigateur, vous passez à la profession de couturier ou de couturière? Ah bah oui, tout à fait. En fait, il faut réussir à gérer son matériel, donc que ce soit les voiles, que ce soit le moteur qui sert à recharger les batteries, puisque forcément on ne peut pas s'en servir pour faire avancer le bateau, il y a un système de plombage, que ce soit l'électronique embarquée. Là, on regarde à bord, 2 bateaux bord à bord, Cercle Vert Generali, suivi de très près maintenant par Interface Concept. Ça sent l'affalage dans quelques instants, Damien? Bah voilà, tout à fait. On les voyait même hisser le génois, donc l'autre voile à l'avant, qui va leur servir pour le futur bord à venir. Et donc il faut hisser cette voile avant d'affaler le grand SPI, donc qui va être arrivé sans tarder pour Cercle Vert, qui va a priori être le premier bateau à enrouler cette nouvelle marque. Le départ de la Transat AG2R, la mondiale 12e du nom, a été donné il y a précisément 37 minutes. Et après 37 minutes de course, c'est le bateau Cercle Vert qui est en tête. Gilda Morvan et Charlie Dalin. Voilà, l'affalage de SPI. Voilà, donc on peut voir l'affalage de SPI, on peut situer juste devant le bateau Cercle Vert la bouée, la marque sous le ventre, donc la bouée que Cercle Vert va contourner. Alors faut ranger tout ça, on met ça où? Dans le cockpit? Voilà, donc à l'intérieur du bateau, il y a un sac qui est positionné justement pour le sac à SPI en fait, hein, pour réceptionner le SPI, donc il faut le ranger assez rapidement. Maintenant que le SPI est rangé, comme vous pouvez voir, il a été affalé au dernier moment et le bateau va contourner la bouée. Voilà, ça y est, donc il est en train de contourner. On borde les voiles en même temps pour prendre la nouvelle direction. Voilà, ça y est, maintenant la bouée est passée. Donc Cercle Vert toujours en tête, Bretagne Crédit Mutuel Performance, Corentin Auro, Michel Desjoyaux en 2e position, qui brûle la politesse à Generali, Nicolas Lundven, Éric Perron. Il y a peu d'écart, hein, Damien. Il y a peu d'écart et c'est très très serré, hein, comme on peut le voir. Et dès le départ, c'est un parcours technique et les écarts. Parlez-nous, pardon Damien, je vous coupe volontairement, des règles de priorité. Ça doit exister également sur l'eau. On voit 3 bateaux ici. Qui est prioritaire par rapport à un autre? Ah oui, alors il y a des règles pour tout en fait sur l'eau. Hein. Il faut vraiment suivre les règles, c'est important. Donc là, on peut voir au passage de cette bouée, le bateau prioritaire était le bateau massif. Pour quelle raison? Par rapport à son positionnement en amont du passage de la bouée. Donc c'est un bateau qui était engagé prioritaire. Ensuite on peut voir donc le Interface Concept qui est passé juste à son vent et un bateau qui était non prioritaire, c'était le 3e bateau juste derrière qui a dû se maintenir à l'écart. Je crois que c'était Midi, hein, voilà, Midi et Quito de Pavon. Qui a dû attendre que Interface Concept passe en roule la bouée et lui s'est engagé par la suite derrière sans devoir le gêner. Voilà, nous avons également qui vient de franchir la marque Safran Guicoten, Guénolé, Gainé et là, on peut voir Ronan Tressard, je crois. Et Paul Meillat. Ouais, absolument, Ronan Tressard sur le bateau Entreprendre en Cornouailles, associé à Simon Troel. Bel écart, hein, belle avance pour Gilda Morvan qui doit respecter la marque verte maintenant. Voilà, donc on voit bien Cercle Vert qui arrive à cette nouvelle marque, hein, donc cette bouée vert, qui a priori, je pense, devrait virer instantanément au passage de la bouée. Donc on va pouvoir voir justement une belle manœuvre, ce qu'on appelle un enroulé de bouée avec un virement. Voilà, donc ça y est, ils font le changement de trajectoire. Et dans la foulée, ce qu'on appelle un virement de bord.
Voilà, instantanément, juste après le Là, passage ça de la perd pas de bouée. temps, hein. L'équipage est bien rodé, hein. Ah bah c'est entraîné, hein. Ça peut se voir, ça se voit à l'écran, on voit que les manœuvres sont propres, fluides, que tout se passe bien. Chacun à bord sait ce qu'il a à faire et qu'il y Ah voilà, a... Michel Desjoyaux en plein travail, en train de border lui aussi, hein. Voilà, c'est ça, Michel Desjoyaux à la manœuvre, Corentin Auro à la barre. Ils viennent donc d'enrouler la marque. On voit Michel en train de regarder un petit peu en dehors du bateau, justement, qu'est-ce qui se passe, d'où vient le vent, quelle trajectoire à prendre. Ouais, et puis peut-être voir où sont les autres, hein. Ah bah tout à fait, voir où sont les autres. Donc on peut voir le bateau Generali qui vire de bord également. Voilà, massif, interface concept. J'ai presque envie de dire que les meilleurs sont déjà devant, Damien Guillou. C'est pas un hasard. Bah non, c'est pas un hasard, hein, parce que c'est vrai que comme on dit, hein, l'entraînement paye et que là, il y a une bonne partie de ces bateaux-là sont surentraînés. Ils font ça quasiment toute l'année. Ils préparent cette épreuve depuis un bon moment. Les équipages sont bien rodés et ça se voit d'entrée de jeu dès ce parcours qui est en baie de Fouesnant. Monotypie, hein, Figaro Beneteau, bateau de 10 mètres 10. Voilà, c'est ça. Donc des bateaux de 10 mètres 10, totalement identiques, même surface de voile, même tirant d'eau, même poids embarqué. Donc c'est vraiment les skippers qui font la différence. Voilà, Safran Guy Cotton, Guénolé Gaïné, Paul Meillen. Juste derrière, nous avions le bateau Entreprendre en Cornouailles de jeunes marins des Côtes d'Armor, Simon Troel et Ronan Tressard. Beaucoup de marins bretons au départ, mais également des Méditerranéens. Et puis deux femmes engagées, Jeanne Grégoire et Alexia Barrier. Il est précisément 13h41 minutes. Nous serons en direct jusqu'à 14h approximativement. On voit Jean Lecam, tiens, qui est passé chez le coiffeur ce matin ou hier soir, Jean. Et oui, voilà, Jean Lecam qui a fait sa coupe de transat, donc fraîchement dégagé pour pouvoir partir sur cette transat. Alors les bateaux prennent quelle direction maintenant? Alors maintenant, les bateaux vont prendre de nouveau la direction de l'Inuen, donc la cardinale qu'on a pu Ah voir. oui, la cardinale est de tout à l'heure. Voilà. Avant cette fois-ci d'aller prendre la direction du port de Concarneau. Il y a Voilà. beaucoup de monde là-bas sur le littoral. Ah, je pense parce qu'au port de Concarneau, un point de passage obligatoire pour les bateaux qui sont la bouée spectacle de Concarneau, qui se situe juste devant la digue de Concarneau. Donc les bateaux vont passer au plus près du port et avec un point de passage intéressant et obligatoire. Alors important de dire que pour suivre la course convenablement, les internautes sont invités à aller régulièrement sur la cartographie qui est bien faite, hein, puisque 50 000 nautiques après le départ, ce qui veut dire peu ou prou 100 km, il y a un rafraîchissement de la carte toutes les 6 minutes. C'est-à-dire qu'on a un nouveau classement finalement toutes les 6 minutes. C'est bien, hein? Bah oui, c'est vrai que c'est vraiment une bonne chose parce que ça permet de quasiment suivre la course en direct et donc de pouvoir suivre au plus près les différences de trajectoire, les choix tactiques et stratégiques de chaque bateau et de rentrer dans le jeu et de comprendre pourquoi les bateaux décident de changer de trajectoire à tel ou autre moment. Ça, c'était une vraie volonté de la société Pendwick. Et en l'occurrence, en ce qui concerne le positionnement des bateaux, 50 000 après le départ, ce sera la même chose, 50 000 nautiques avant l'arrivée. Vous avez la carte sous les yeux, Damien Guillou. Oui, alors effectivement, ils vont remonter jusqu'à la Cardinale. Voilà. Et ensuite prendre la direction de la sortie du port de Concarneau. Voilà, donc les bateaux maintenant repartent en direction de la Cardinale Ligne qu'on a pu voir tout à l'heure, avant de se diriger vers le port de Concarneau, qui sera un des derniers points de passage de ce parcours de départ. Premier classement donné, premier classement véritable et officiel à 16h. Peut-on imaginer Gilles Damorvan en tête à 16h ou est-ce qu'il peut y avoir des changements? Et si l'aventure, on parle d'options, est-ce qu'on peut les prendre dès la sortie de la baie de la forêt Fouesnant où visiblement tous les marins vont prendre le même cap et la même direction? Alors à quelque chose près, tous les bateaux devraient prendre le même cap. Mais quoi qu'il arrive, comme on dit toujours, vaut mieux être devant dès le départ. Et les bateaux qui sont devant, en règle générale, sont payés au bout de l'option à venir, hein, qui est le virement de demain matin, le passage du front. Donc après, il y a une option à court terme, c'est quand même de se dégager de la côte. Donc il y aura peut-être des petites différences de trajectoire en sortie du port de Concarneau. Mais il est fort probable que Cercle Vert, Gilles Damorvan et Charlie Dalin passent en tête cette marque de l'Inuen. Qu'annonce la météo dans les heures à venir? Un renforcement du vent un peu? Alors oui, quand même, il va y avoir un renforcement du vent, hein. Les bateaux devraient toucher des vents d'environ 20 à 25 nœuds cette nuit, donc au près, hein. Donc les bateaux vont être au plus près du vent, JT, hein, sur la même allure qu'on peut voir là maintenant, avec un petit renforcement supplémentaire au passage du front demain matin,
aux alentours de 30 nœuds et ensuite les bateaux partiront en direction du Cap Finistère. Nous avons parlé tout à l'heure préparation physique, nous avons parlé avitaillement, nourriture, nous avons parlé blessures. Dernière consultation avec le médecin de la course, Jean-Yves Chauve, et le sommeil là-dedans, Jean-Yves. Est-ce que la première nuit, on ne dort pas du tout pour se battre jusqu'au bout et essayer de distancer les adversaires, ou est-ce qu'il est bon d'aller se reposer rapidement? Ah, je crois que plus on rentre tôt dans le rythme, mieux ça vaut évidemment, hein. Vous savez, l'organisme humain a besoin de sommeil, voilà, et il faut tout de suite trouver le bon rythme, c'est important. En fait, le sommeil en soi, évidemment, si on pouvait éviter de dormir, ça serait très bien. Malheureusement, on a ce qu'on appelle l'hypovigilance, c'est-à-dire que on n'est plus tout à fait en rythme, et puis on va faire des erreurs de manœuvre, on va faire des erreurs de stratégie, et puis aussi Donc on ça vaut peut... pas le coup, il faut mieux se reposer. Oui, bien sûr, et puis aussi on peut être ralenti dans une manœuvre et se blesser, et donc évidemment c'est un gros, lourd handicap. Est-ce Donc qu'on peut imaginer, pardon docteur, en fin d'après-midi, déjà une petite sieste pour l'un des équipiers? exactement, exactement. Je crois qu'ils ont, vous savez, ils ont aussi l'entraînement. On dit souvent que je dis souvent que les coureurs larges sont des dormeurs de haut niveau, c'est-à-dire que dans leur apprentissage, d'abord la course large c'est le seul sport où la récupération fait partie de la performance. Dans tous les sports, on fait sa performance et on va dormir après, ça n'a rien à voir. Et bien là, on doit dormir, et moins on dort longtemps et plus on dort efficacement, et plus évidemment on reste performant. Donc c'est un élément, et les coureurs le savent bien, et aussi ils s'y entraînent. Alors on peut pas s'y entraîner chez soi, mais ils s'y entraînent en naviguant tout simplement, et ils apprennent justement à déconnecter de la course, à déconnecter du stress de la compétition pour dormir à peu près à n'importe quelle heure. Et ça, justement, pour des marins qui sont un peu avancés en âge, qui ont une grosse expérience, mais qui arrivent peut-être autour de la cinquantaine, par exemple, eh bien, physiquement, ils sont sans doute un petit peu moins rapides dans les manœuvres, mais ils ont une connaissance d'eux-mêmes telle qu'ils savent très très bien gérer, et justement ne pas dépasser la ligne rouge, c'est-à-dire garder toujours un petit peu de fatigue, un petit peu de résistance, et pas justement aller à la limite de la résistance et de la fatigue, et en ne dormant pas assez. Et ça, c'est un point, je pense, très important pour tenir sur une course de 3 semaines. Eh bien merci docteur pour ces 4 consultations. Vous envoyez la note, vous connaissez l'adresse à Paris, hein. Merci beaucoup Jean-Yves Chauve. Nous avons aperçu tout à l'heure un catamaran, qui est le catamaran Étoile, skippé par Benjamin Hardouin, un garçon qui va faire la prochaine route du Rhum destination Guadeloupe, qui appartient à la flotte de Bob Escoffier. Important de vous dire que ce bateau va suivre tous les Figaro sur la traversée de l'Atlantique, en passant bien sûr par La Palma, et à bord il y a caméraman, il y a journaliste, photographe, et des reportages réguliers chaque jour sur France 3 et sur le site internet de la course. Il était important de le préciser. Il est 13h47 minutes, toujours en tête Cercle Vert, Gilles Damorvan, qui prend donc la direction de la Cardinale. Voilà le catamaran dont nous parlions tout à l'heure. C'est le catamaran qui a été affrété par l'organisation. C'est un catamaran de 60 pieds qui s'appelle Étoile, bien pratique pour embarquer les journalistes, pour avoir de l'image fraîche, de belles photos d'Alexis Courcou, et puis voilà, des envois par satellite, des sujets chaque jour. Beaucoup de monde sur l'eau. Pourquoi? Effectivement, cette Transat AG2R La Mondiale, c'est une Transat qui bénéficie d'une belle notoriété. Beaucoup de médias au départ de cette course. Les journalistes ne s'y trompent pas. Il y a le gratin de la course au large présent ici. On a une belle vue également sur Étoile du Roi, la goélette corsaire de Saint-Malo, Cercle Vert, tête et corde, j'ai envie de dire, si nous étions à Vincennes. Cercle Vert, Gilles Normandvan, Charlie Dalin, qui prennent un petit peu d'espace par rapport aux autres, me semble-t-il. Bah voilà, parce que Cercle Vert qui se situe donc en tête, qui a un vent complètement dégagé, ce qui pourrait peut-être même permettre de qui pourra permettre de creuser un petit peu leur avance. C'est vrai Vous appelez ça le vent frais? du vent frais, tout à fait, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun dévent, quoi. Il n'y a aucun dévent, ils ont le champ libre devant, et les autres bateaux qui sont un petit peu derrière en retrait sont un peu plus gênés, donc souvent ça peut générer des petits écarts, et ça peut permettre d'accroître le petit matelas d'avance qu'a maintenant Cercle Vert pour aller chercher la marque à suivre, donc la Cardinale ligne UN. Ouais, et puis ensuite du côté de Cocardo, c'est un petit gymkhana, hein. Ah oui, tout à fait, donc après cette marque de ligne UN, les bateaux vont se diriger vers Concarneau. Donc Concarneau, c'est un petit peu spécial parce qu'il faut savoir que les bateaux vont devoir respecter les bouées de chenal.
Donc ça va faire un effet d'entonnoir, si je puis dire. Donc les bateaux vont passer dans un espace assez restreint pour se diriger vers la bouée spectacle. On ne parle pas de danger pour autant? Si, il y a quand même des dangers parce que le chenal de Concarneau, c'est un endroit assez étroit et il y a beaucoup de rochers. Donc des zones où il n'y a pas suffisamment d'eau pour passer avec les bateaux. Donc c'est vrai qu'en général, les skippers doivent faire très attention. Ouais, mais alors comment être sûr du coup? Est-ce qu'on a un sondeur sur les bateaux? On a des appareils qui nous permettent de nous dire oh là 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 là, on se rapproche dangereusement des cailloux? Ah oui. Donc en fait, il y a deux choses à bord qui permettent de faire attention à ça. Donc il y a le sondeur qui va donner la profondeur du fond. Et également une cartographie sur ordinateur qui va donner la position du bateau en instantané et qui va leur permettre de pouvoir passer si besoin au plus près des cailloux, au plus près des rochers, mais sans prendre trop de risques pour autant. Le spectacle est magnifique cet après-midi, Damien Guillou. Nous sommes chanceux. Les spectateurs ne s'y sont pas trompés. Ils sont plusieurs centaines ici au Cap Cause pour apprécier ce que l'on peut qualifier de spectacle. Le départ de la 12e édition de la Transat AG2R La Mondiale. C'est parti pour 3890 milles nautiques. Pas en route directe. Il y aura une marque de parcours à respecter. Où ça? À La Palma, archipel des Canaries. Et ça, c'est pas pour maintenant. Bah non, c'est pas pour maintenant. C'est dans quoi? Dans une semaine? Voilà, dans environ une semaine. Une marque imposée à passer qui leur fait passer au ras de l'île un point GPS virtuel, donc à contourner. Et voilà, une marque obligatoire. Il nous reste 9 minutes à vivre ensemble, Damien Guillou, pour aujourd'hui. En tous les cas, le direct de la Transat AG2R La Mondiale, 12e du nom. Alors les images sont magnifiques, un beau travail des cadreurs, une belle réalisation, ce qui nous permet de voir de près maintenant le voilier Bretagne Crédit Mutuel Performance. Et il est performant ce bateau, il est en 2e position. À bord de ce voilier, à la barre, Corentin Euro et Michel Desjoyaux, toujours encore à la manœuvre, Michel. Voilà, c'est la configuration qu'ils ont décidé avant de prendre le départ. Et c'est vrai que sur un parcours comme ça, on ne change pas les rôles pendant le parcours. Celui qui barre dès le départ va barrer pendant tout le parcours et idem pour celui qui est à la manœuvre. Donc en l'occurrence là, c'est Michel Desjoyaux qui manœuvre le bateau et qui a un fin régatier à la manœuvre, qui est habitué de manœuvrer ces Figaro-là et qui le fait vraiment avec précision. Voilà une vue d'hélicoptère sur l'ensemble de la flotte. Il y a un petit peu d'écart en latéral notamment. Maintenant, les distances entre bateaux est toujours par rapport au but. Ce qu'on appelle le but, c'est ce que nous verrons tout à l'heure au classement de 16 heures, c'est par rapport à l'arrivée. Il n'y a vraiment pas grand-chose. Ah bah non, là, même s'il y a un petit peu d'écart comme on peut le voir là maintenant, mais les bateaux sont très très serrés. Et quand ils vont passer la prochaine marque, on va encore pouvoir voir les bateaux quasiment au contact, les uns derrière les autres. Qui montre que c'est vraiment un parcours technique, qu'il y a beaucoup de niveaux et que pour faire la différence, il ne faut vraiment pas faire d'erreur. La moindre erreur est presque fatale, donc vraiment un parcours délicat pour tous ces coureurs. Au premier tiers du golfe de Gascogne, le SPI sera possible pour aller plus vite. Mais pour combien de temps, Damien Guillou? Ah bah oui, alors en fait, donc là les bateaux vont pouvoir... a priori, espérer envoyer le SPI demain en fin de soirée, demain en fin de journée, les bateaux devraient mettre le SPI et ce SPI devrait être gardé quasiment jusqu'à la porte, jusqu'à la marque prochaine. Donc a priori une grande partie sous SPI et dès demain en fin de journée. Donc ça veut dire que c'est une transat qui peut aller très vite, Damien? C'est une transat qui peut aller très vite, mais il faut faire attention parce que je regardais les conditions météo ce matin, donc avec Jean-Yves Chauve, le météorologue du centre d'entraînement de Port-la-Forêt. Et on peut quand même savoir qu'il n'y a pas beaucoup de vent de prévu pour l'approche de la porte. Donc une transat rapide sur le début, mais qui pourrait ralentir quand même à un moment donné. Merci Damien Guillot. Nous avons une idée des bateaux qui étaient en tête après une heure de course pratiquement. Gilles Damorvan en tête, on le rappelle, cercle vert devant Bretagne Crédit Mutuel Performance, Generali. Peu d'écart effectivement. J'aimerais vous donner quelques rendez-vous. Dès demain, il y a un direct au club AG2R La Mondiale. C'est Quai de Javel dans le 15e à Paris. Duo en live, une émission animée par Catherine Potier et Pierre-Louis Castelli. Le point sur la course. Bon nombre d'invités. Un conseil, allez régulièrement sur le site internet de la course. Positionnement des bateaux à heure régulière sur la cartographie. Vous n'oublierez pas également de consulter la page Facebook, d'aller sur Twitter pour avoir toutes les bonnes nouvelles. Nous étions en direct
direct depuis le Cap Cause, ici dans la baie de la Forêt-Fouesnant. Il y avait beaucoup de monde cet après-midi. C'est parti donc pour 3890 milles nautiques. C'était le départ de la 12e Transat AG2R La Mondiale, une course organisée par Penwick avec un partenaire titre, AG2R La Mondiale. Merci au Dr Chauve pour ses consultations. Merci Damien Guillou. Et puis rendez-vous sur la Solitaire du Figaro. Éric Bompard-Cachemire, à très bientôt. À bientôt Serge. Merci de votre attention, mesdames et messieurs, et à bientôt. Nous serons à Saint-Barth dans quoi 22 jours à peu près. Merci.